Alors vous voulez me foutre dans un trou, hein? Jetez la clé et oubliez, hein? Allez-y, foutez-moi au fond du trou, oui. Oh là. Et je m'évaderai. Et ça, vous pouvez compter sur moi! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 68e Formule Express de retour à l'écran. Moi c'est Max et aujourd'hui on va parler non pas d'un polar urbain des 80s ou d'une comédie familiale des années 90, mais d'un diptyque aussi ambitieux que sulfureux. Deux films coup de poing sortis à quelques semaines d'intervalle en 2008, réalisés par Jean-François Richet, avec en tête d'affiche un Vincent Cassel totalement métamorphosé, entouré d'un casting 5 étoiles. Gérard Depardieu, Cécile de France, Gilles Lelouch, Ludivine Sagnier, Olivier Gourmet et bien d'autres. Ces deux films, ce sont Mérine, l'Instinct de mort, sorti le 22 octobre 2008, et Mérine, l'ennemi public numéro 1, sorti le 19 novembre de la même année. Ils débarquent en salle dans une année marquée par plusieurs succès majeurs, comme le carton Bienvenue chez les Ch'tis, le Dark Knight de Christopher Nolan, ou encore Iron Man, premier du nom. Avec plus de 3,8 millions d'entrées cumulées, une pluie de nominations au César et une performance bluffante de Vincent Cassel, le diptyque Mérine s'impose à l'époque comme un monument du polar français contemporain. Et pourtant, au fil des années qui ont suivi, ces deux films sont peu à peu sortis des radars. Cet épisode est donc l'occasion de vous raconter l'histoire de ces films, mais également celle d'un homme, l'un des braqueurs les plus célèbres et controversés de l'histoire contemporaine de France, Jacques Mérine. Jacques Messrine, ou Jacques Mérine, c'est selon. Ses compagnons de braquage, de cavale ou de prison l'ont toujours appelé Mérine, et les policiers et les journalistes l'ont toujours appelé Messrine. Merci pour cette précision, monsieur Ondelat. Alors, pour celles et ceux qui seraient passés à côté, l'Instinct de mort et l'ennemi public numéro 1, ça raconte quoi exactement ? Dans l'Instinct de mort, on assiste à la genèse d'un criminel. De son retour d'Algérie traumatisé à ses premiers délits dans les quartiers chics parisiens, Jacques Mérine évolue d'un voyou de banlieue à un gangster redouté. Il découvre l'adrénaline du hold-up, les alliances troubles avec le grand banditisme et le goût du sang et du pouvoir. C'est la première partie d'un parcours sans retour. Dans l'ennemi public numéro 1, le ton change. Mérine est désormais une figure médiatique, traquée par toutes les polices de France, mais aussi fasciné par son propre mythe. Multipliant les évasions spectaculaires, les provocations à la presse et les règlements de compte, il bascule définitivement dans une logique d'affrontement avec l'État. Et ce, jusqu'à son exécution brutale en pleine rue en novembre 1979. Y a pas d'héros dans la criminalité. Y a que des hommes qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois. Certaines personnes pourraient dire qu'il y a d'autres manières de vivre. Je n'avais plus tellement le choix non plus. Et à la finale, j'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout. Avant de s'intéresser à ces deux films, il faut revenir à celui qui les a inspirés. Parce que Mérine, avant d'être un rôle de cinéma, c'est surtout un nom qui faisait peur, ou rêver, selon les points de vue. Dans les années 70, Jacques Mérine, c'est un peu le Che Guevara des braquages et des évasions. Un type qui défie l'État français à visage découvert, qui joue avec les médias, qui s'évade de prison comme on sort faire ses courses, et qui finira par tomber sous les balles avec le statut d'ennemi public numéro 1. 15h15, cet après-midi, porte de Clignancourt à Paris. Au milieu de la circulation, une fusillade éclate. Une voiture grise s'immobilise, criblée de balles. À l'intérieur, tué net, Jacques Messrine et sa compagne, grièvement blessés par les policiers de l'Office central de répression du banditisme qui avaient tendu un véritable guet-apens à celui qui, depuis plus d'1 an et demi, faisait courir et narguait toutes les polices de France. Mais comment en est-on arrivé là ? Qui était vraiment cet homme ? Né en 1936 dans une famille bourgeoise de Clichy, Mérine n'a pas connu la misère. Il étudie chez les jésuites, passe par les beaux quartiers, mais très vite il rejette cette voie toute tracée. À 20 ans, il part faire la guerre en Algérie. Une expérience marquante, violente, qui le change profondément. À son retour, fini les illusions. Il bascule dans la délinquance, puis dans le crime organisé. C'est en mars 1962, à 26 ans, que Jacques Messrine fait son entrée dans les annales judiciaires, pour un banal cambriolage qui lui vaut 18 mois de prison. Une fois libéré, il retournera bientôt à la délinquance avec des ambitions décuplées. Hold-up, pillage d'appartements et braquage dans les banques, premier règlement de compte, Messrine dira lui-même qu'il est devenu un tueur sans remords et sans regret. Mérine, ce n'est pas juste un braqueur, c'est un caméléon. Il opère en France, au Canada ou en Suisse, parfois déguisé en ouvrier, parfois en homme d'affaires. Il est arrêté plusieurs fois mais s'évade toujours de prison, au nez et à la barbe des gardiens.
Il retourne même parfois sur les lieux qu'il a attaqués et appelle les journalistes pour leur raconter sa version des faits. En 1977, alors qu'il est incarcéré à la prison de la Santé à Paris, il rédige une autobiographie, L'Instinct de mort, une sorte de manifeste entre confession, orgueil et provocation. Il y raconte sa vie, ses crimes, ses évasions, sa vision du monde. Il y partage surtout un combat contre les QHS, les quartiers de haute sécurité dans lesquels il est incarcéré. Je vais faire fermer les QHS. Est-ce que moi j'y ai passé 5 ans? Vous savez ce que c'est 5 ans? 5 ans dans les QHS? Et je vais faire sortir de là tous les gars qui sont dedans. Moi j'ai vu comment on brise les hommes, comment on les démonte, comment on les casse. Et si là-haut, là, monsieur Alain Perfit, notre garde des Sceaux, a pas compris, c'est que je suis un spécialiste en la nitroglycérine. Moi s'il faut abattre quelques juges, je le ferai. Mérine est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour des dizaines de braquages, d'enlèvements, d'agressions et plusieurs assassinats. Mais son charisme, son goût pour le spectacle et son discours contre les institutions vont fasciner une partie de l'opinion publique. Certains le voient comme un bandit romantique, une espèce de Robin des Bois moderne, d'autres comme un sociopathe mégalomane. Certains font faire de moi un héros, quand en fin de compte, il n'y a pas d'héros dans la criminalité. Il y a que des hommes qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois. Et à la finale, j'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout. Et je considère que c'est pas si mal que ça, d'aller jusqu'au bout. Le 8 mai 1978, il parvient tout de même à s'échapper avec son complice François Besse et continue de semer la terreur dans toute la France. Cette nouvelle cavale dure un peu plus de 1 an. Jusqu'à ce que le 2 novembre 1979, Jacques Mérine tombe dans une embuscade policière montée par le commissaire Broussard. En plein après-midi, porte de Clignancourt à Paris, sa BMW est stoppée par un camion banalisé et les policiers ouvrent le feu à bout portant. Le bandit qui s'était autoproclamé ennemi public numéro 1 meurt criblé de balles sans avoir eu le temps de tirer une seule fois. C'est donc la fin d'un mythe, mais pas celle d'un héros de feuilleton. Grand, élégant, doué d'une facilité d'expression et d'un quotient intellectuel largement supérieur à la moyenne de truands, Mesrine avait toujours cultivé un côté Robin des Bois du genre « je ne m'attaque qu'aux banques et aux riches ». Mais c'était aussi une image qui flattait, faut le dire, le goût un peu frondeur des Français qui emmènent leurs enfants voir Guignol battre les gendarmes en oubliant l'assassin. Mesrine n'était pas un héros, pas non plus le tueur pervers qui tue pour le plaisir. Il était devenu, en quelque sorte, la démonstration vivante de la question que se posent toujours les criminologues. Mais pourquoi un homme que rien ne prédispose au crime devient-il criminel? Cette fin brutale sans procès nourrit encore aujourd'hui la légende. Pour certains, c'était une exécution. Pour d'autres, la seule façon d'arrêter une cavale devenue incontrôlable. Ce flou entre le criminel, la figure politique et le personnage public, c'est ce qui rend Mérine si difficile à cerner. Et c'est précisément ce que Jean-François Richet et Vincent Cassel vont vouloir capturer dans le film. Pourquoi faites-vous tout ça? Parce que j'aime pas les lois. J'aime pas les lois et j'ai pas envie d'être l'esclave à perpétuité de mon réveil matin. L'idée d'adapter l'histoire de Jacques Mérine au cinéma ne date pas de cette fin des années 2000. En effet, dès la fin des années 70, plusieurs projets tentent de voir le jour. Notamment un, initié par l'une des plus grandes stars de l'époque, Jean-Paul Belmondo. Il avait en effet acquis via sa société de production Cerrito les droits de L'Instinct de mort, la fameuse autobiographie de Mérine. Mais devant le refus de nombreux réalisateurs de mettre en scène cette adaptation, Belmondo finit par abandonner l'idée. Un film finit pourtant par sortir en 1984, sobrement intitulé Mérine, et réalisé par André Genovès avec Nicolas Silberg dans le rôle titre. Concentré sur les 2 dernières années de sa cabale, ce long métrage au budget modeste peine à convaincre et fait un véritable bide au box-office. Dès l'instant où on pousse un homme au maximum de la haine, au maximum du désespoir, au maximum de sa propre violence, il a tous les droits. La même année sort également un documentaire signé Hervé Palude, Jacques Mérine, profession ennemi public. Un patchwork d'archives et de témoignages qui passera relativement inaperçu. Puis plus rien à l'exception d'un téléfilm oubliable produit par TF1 jusqu'au début des années 2000 quand le producteur Thomas Langman, fils de Claude Berry, décide de relancer l'idée d'une saga sur la vie de l'ancien ennemi public numéro 1. Une première trame écrite, Langman contacte alors Barbet Schroeder, réalisateur confirmé qui a fait quelques films notables de l'autre côté de l'Atlantique, et Vincent Cassel, pour que l'un mette en scène le film et l'autre endosse le costume de Mérine. Mais devant le refus de l'acteur qui trouve ce premier scénario trop faible, le projet est mis en stand-by. Jusqu'en 2006 où le producteur approche cette fois le réalisateur Jean-François Richet, alors connu pour Ma cité va craquer, et qui vient de réaliser aux États-Unis un remake de l'un des chefs-d'œuvre de John Carpenter, Assaut. Thomas Langman qui m'a appelé, il a sollicité un rendez-vous, et il m'a proposé le diptyque, parce que là-bas c'est un diptyque comme ça l'est maintenant, sur la vie de Jacques Mérine, savoir si ça m'intéressait. En général, j'ai dit toujours non à tout. Et là, j'ai dit, c'est intéressant quand même.
Et ce qui m'intéressait, c'était de parler de l'homme plutôt que la légende. Donc gratter un peu derrière ça. Quand je parlais aux gens qui étaient Mérine, soit on le considérait comme un assassin, il n'est pas du tout un assassin, ou soit comme un Robin des Bois, il n'est pas non plus un Robin des Bois non plus. C'est au scénariste Abdelraouf Dafri, qui écrira quelques années plus tard 3 saisons complètes de la série Braco, que revient cette fois la lourde tâche de raconter l'histoire de Jacques Mérine pour le grand écran, en faisant table rase du précédent script. Rapidement, la décision est donc prise de réaliser non pas 1 mais 2 films, tant la vie de cet homme qui aura occupé tant la presse que les forces de police pendant de nombreuses années est riche. J'ai eu un travail d'enquête de 2 ans, vraiment. On faisait que ça tous les jours, quoi. Où on a séparé le grain de l'ivraie, quoi. On a lu tout ce qui a été fait sur lui, tout ce qui a été écrit, aussi bien par ses compagnes, par les policiers, pour ses amis, par ses collègues, par les témoignages des matons au Canada, en France, des policiers qui l'ont rencontré, sa famille. Et donc on nous a raconté tellement d'histoires sur lui qu'on a décidé avec Abdel de se baser sur ce qu'ils avaient en commun. C'est-à-dire que quand ils racontaient une même histoire, il y avait beaucoup de choses contradictoires, et bien nous on devait gommer enlever tous les aspects contradictoires et prendre ce qu'ils avaient en commun. Et quand on a eu ce point commun entre tout le monde, on a commencé à construire le scénario sur ça. Vincent Albaz puis Benoît Magimel sont contactés pour jouer Mérine, mais Langman reçoit de nouveaux refus. C'est alors que Vincent Cassel revient dans le match, qu'après avoir lu le nouveau scénario de Dafri, dit finalement oui. Je vois ce qu'il a écrit, je vois le ton, c'est ça. Tout d'un coup, il y a la noirceur, il y a le panache, il y a tous les paradoxes du personnage, cette espèce de mec que des fois on déteste et des fois qui fascine. Moi, ce que je voulais absolument dans le film avec Jean-François, c'est que on ne soit pas en train de l'ériger absolument comme un héros, comme un Robin des Bois, comme l'icône du contre-pouvoir qui est encore aujourd'hui l'image que les gens ont de lui. Ça m'intéressait pas. Il fallait absolument pas, de mon point de vue, éluder les moments où le mec était insupportable, où le mec était cruel, où le mec devenait fou, où le mec faisait des choses qui ne se font pas. Ce retour est un véritable soulagement pour Jean-François Richet. Il y a plein de super acteurs en France, mais pour moi il n'y en avait qu'un qui pouvait incarner Jacques Mérine. C'était Vincent Cassel, parce qu'il pouvait avoir cette énergie, et le charisme en tout cas j'imaginais qu'avait Jacques Mérine. Pour ce rôle, Cassel va devoir se transformer. Prise de poids, perte de poids, accent, démarche, une véritable métamorphose. Le fait d'avoir pris du poids, forcément, a vraiment facilité le travail, parce que la vérité, c'est que quand on a 20 kilos de plus, on ne parle plus pareil, on respire pas pareil. Pour le reste du casting, Richet et Langman voient grand et décident de faire appel à un grand nombre d'acteurs de premier plan de ce milieu des années 2000. À commencer par Cécile de France, qui va interpréter le rôle de Jeanne Schneider, ancienne prostituée devenue criminelle, l'une des premières maîtresses de Jacques Mérine. Un personnage à la fois dur et vulnérable qui partage avec lui braquage, cavale et moments de passion. En lisant le scénario, il faut quand même se dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir eu ce rôle, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un rôle évident. Et donc évidemment, moi qui suis très attirée par les personnages comme ça, qui ont une part d'ombre importante, ça me titillait pas mal. Gilles Lelouch, lui, interprète Paul, ami d'avant, camarade de l'armée, un personnage un peu particulier. Quand Jean-François m'a appelé pour me proposer de jouer dedans, j'étais évidemment ravi, quoi. C'est un personnage qui est, je crois, le seul qui est plus ou moins inventé. C'est un mélange entre un ami d'enfance, un ami de l'armée, tout ça c'est un peu mélangé. J'avais dit qu'il tiendrait pas la route. C'est une baltringue. Avec tes conneries, on a failli se faire rigoler, là. Écoute-moi bien. Un mec que je choisis, il s'allume jamais, t'as compris? Samuel Le Bihan incarne Michel Ardouin, dit porte-avions, truand charismatique du milieu parisien, figure catalyseur qui entraîne Mérine vers un banditisme plus dur. Le Bihan va lui donner une présence physique et bagarreuse, un mélange d'amitié virile et de danger permanent. Ardouin, un jour quelqu'un m'a donné son numéro de téléphone, donc je l'ai appelé. Ce qu'il m'a dit juste, c'est moi au coucher je développais 140 kilos. Donc en gros il m'a fait passer le message, j'étais balèze quoi. J'étais une force de la nature. Jean-François me dit ouais, ce serait bien que tu prennes du poids, que tu le développes et tout. Et bon, bah. Quand je m'étais fait chier à grossir, quand j'ai vu Samuel arriver sur le plateau, putain mais c'était encore plus gros que moi, les gros pas carré. Il est arrivé, mais carrément je ne le reconnaissais pas quoi. Et ça lui faisait une tête vraiment, je crois que ça va être très payant. Ludivine Sagnier incarne Sylvie Jean-Jacot, la dernière compagne de Mérine présente à ses côtés lors de son exécution à la porte de Clignancourt. Dans le film, elle va apporter une note d'humanité et de loyauté inébranlable jusqu'à la tragédie finale. Moi, ce qui me touche, c'est cette femme, et comme chez toutes les femmes qui suivent ce genre d'homme, c'est une espèce de dévotion amoureuse
qui tient du sacrifice, puisque en le suivant, en l'épaulant, en l'aimant, elle renonce elle-même à sa propre liberté. Et donc ça, je trouve ça très très émouvant et j'ai forcément envie de la défendre. Olivier Gourmet endosse le rôle du commissaire Broussard, chef de l'Office central de répression du banditisme, celui qui finira en quelque sorte par abattre Mérine. Un homme de loi incorruptible, mais pas dénué de respect pour son adversaire. J'ai hésité assez longtemps à l'accepter, parce que c'est quand même difficile d'être proche comme ça d'un personnage qui existe toujours, qui a une telle connotation, qui a une telle identité en France aujourd'hui. Bon, Mérine, il est mort, etc., mais Broussard, il est toujours là. La polémique que ça peut avoir, il y avait aussi une attention sur ce que le scénario disait de ce personnage. Je pensais qu'il fallait pas le diaboliser, mais essayer d'être pas au plus près de la vérité, mais de ce qu'était la réalité à la fois de Mérine et à la fois aussi de la police judiciaire, d'où venaient les ordres, pourquoi il a agi comme ça. Viennent compléter le casting d'autres grands figures du cinéma français comme Mathieu Amalric, Gérard Depardieu, Gérard Lanvin et Michel Duchossois. Le tournage du diptyque Mérine débute le 7 mai 2007. Pendant 33 semaines, Jean-François Richer organise un marathon entre la France, le Canada, l'Espagne et les États-Unis, avec une énergie de cinéma de guérilla alliée à des moyens ambitieux. Car pour ces deux films, Richer bénéficie d'un budget colossal pour le cinéma français, 45 millions d'euros. De quoi se donner les moyens de l'authenticité, des cascades réalistes et d'une reconstitution historique minutieuse, tout en conservant la nervosité d'un film indépendant comme s'en souvient Samuel Le Bihan. En fait, ça se tournait avec l'énergie d'un premier film, d'un petit budget, d'un film qui aurait été fait à l'arrache, mais avec des vrais gros moyens. C'est garder en fait l'énergie d'un film essentiel, sans s'embourgeoiser quoi. C'est pas le bon mot, mais c'est un peu ça. Richer encourage l'improvisation chez ses acteurs, souligne encore Le Bihan et Mathieu Amalric. Un mot, un geste qui parfois surgit pendant la prise, devient pour lui indispensable au montage final. Jean-François est très près des acteurs, très proche, et il a créé une espèce d'ambiance, il fallait se jeter dans les scènes, tout était sur le jeu, et la mise en scène était créative à chaque fois, très inventive. Je suis tellement habitué à des films où les metteurs en scène commencent à vous diriger, puis ils vous disent non, fais-en moins. Et là, on dit non, vas-y, fais-en plus, donne. Je voyais que son plaisir à Jean-François, c'était de nous voir tous les deux, avec Vincent, s'approprier la scène. S'approprier les dialogues, de changer des choses, d'inventer des gestes. Il aime des acteurs, il est content de les filmer et il attend de voir ce qu'on va pétrir, quoi. Pour les besoins du tournage, des lieux emblématiques comme la prison de la Santé ou la route de la Cavale canadienne sont reconstitués avec une précision quasi chirurgicale. Des témoins directs comme Charlie Bauer, ancien complice, ou Michel Vaujour, ancien braqueur, viennent également conseiller l'équipe, notamment sur les techniques d'évasion. C'est le chef décorateur Émile Guigeot qui donne vie à ces énormes chantiers, dont le plus important, celui de la prison de la Santé. Bon, d'abord, on a pas mal de photos de l'époque. Jacques, par exemple, quand il était à la Santé, il y a des photos qui ont été volées. Petit à petit, on recompose notre réalité. On arrive à savoir exactement dans quel couloir il était, dans quelle cellule il était. Par exemple, l'évasion, c'était un truc où là, on a vraiment travaillé précisément quelle porte il est sorti, comment il a fait, la hauteur d'échelle qu'il a piqué, le mur, par exemple, de l'évasion. On l'a construit complètement en pseudo-studio, c'est-à-dire dans un terrain clos où on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire que tout le début, évidemment, est fait en décolle, et la descente se fait sur le vrai mur de la Santé. Là, Là, c'est un vrai travail presque de reconstitution. En 33 semaines, la production traverse plusieurs villes et pays. Paris, Clichy, Montréal, l'Escala en Catalogne, Deauville, Compiègne, Monument Valley aux États-Unis. On a essayé de tourner sur les lieux historiques dans lesquels il a vécu. C'est-à-dire la rue Béliard, à la fin de sa vie, évidemment la porte de Clignancourt, Barbès, Stalingrad, la place Vendôme. Il était friand de là-bas d'acheter des bijoux pour sa compagne. Donc oui, on avait les lieux en tête qui sont liés à son histoire. On n'a pas essayé d'inventer des choses, on a toujours essayé d'être proche d'une certaine réalité. L'ordre de tournage est même inversé pour coller à la transformation physique de Cassel afin qu'il perde progressivement les kilos pris pour le rôle. Comment pensez-vous que vous allez vieillir et mourir ? Franchement, je crois pas que je vieillirai beaucoup. Ils vont finir par m'abattre et mourir. C'est normal, c'est logique. Malgré l'enjeu d'un tel projet, l'ambiance sur un tournage plus long que la moyenne reste bonne jusqu'au bout. D'autant plus que l'acteur s'amuse pleinement à incarner l'ex-ennemi public numéro 1. Je pensais que j'allais souffrir, et en fait, j'ai réussi, en tout cas d'un point de vue personnel, à garder une certaine forme de bonne humeur tout le temps, et d'énergie assez constante. Voilà. Alors comme ça, je suis l'ennemi public numéro 1 ? Hein ? Mais ça, c'est des conneries, ça.
Je suis l'ennemi d'un service public, les banques. Ah oui, ça oui, c'est sûr, je les braque. Alors bon, elles m'aiment pas. Mais quand je braque une banque, j'ai pas la sensation d'enfreindre la loi, moi. Mais juste de voler un plus voleur que moi. Les prises de vue s'achèvent en janvier 2008 avec pour toute l'équipe le sentiment du travail accompli. Mais l'aventure n'est pas finie. Commence alors une longue phase de post-production où se joue la tension des deux volets. Après des mois de tournage, place au montage, confié à Hervé Schneid pour le premier volet et à Bill Pankow pour le second. Deux figures du montage, l'un un monteur français à qui l'on doit notamment le fabuleux destin d'Amélie Poulain, l'autre monteur américain réputé pour ses nombreuses collaborations avec Brian De Palma. L'objectif est clair, tendre le récit à l'extrême entre scènes de violence et moments d'introspection, éviter le formalisme du biopic, créer une vraie dramaturgie. Richer insiste pour que chaque scène d'action soit montée comme un coup de poing, contrastant avec des passages plus calmes, plus contemplatifs. T'es pas demandé pourquoi je t'ai perfumé, toi et tes petits gus tout à l'heure? Je dis que ça réfléchit pas, ça agit. C'est parce qu'il y avait une dame. Que pour ça. Parce qu'il y avait une dame. La prochaine fois, il y aura pas de dame, il y aura pas de champagne, Roussard. Il y aura que toi et moi. Pour la musique, Richer fait appel au compositeur américain Marco Beltrami, déjà connu pour la bande originale de Scream et de nombreux autres films marquants des 20 dernières années. Son approche est volontairement intense pour accompagner la tension, mais sans jamais noyer le récit sous l'emphase dramatique. La bande originale des deux films est publiée en novembre 2008 par EMI Music France, comprenant 25 pistes minimalistes mais évocatrices, dont des titres comme Fusillade dans la prison ou Porte de Clignancourt, évoquant le climat dur et documenté des scènes finales. Le premier opus, L'Instinct de mort, débarque dans les salles françaises le 22 octobre 2008. 6 semaines plus tard, L'ennemi public numéro 1 suit le 19 novembre 2008, un rythme inhabituel pour un diptyque de cette ampleur. On se rappelle en effet qu'il y a peu, il aura fallu attendre 9 mois pour voir la deuxième partie des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. L'Instinct de mort atteint environ 2,3 millions d'entrées en France, se classant dans le top 15 des sorties françaises de l'année. L'ennemi public numéro 1 engrange lui environ 1,5 million d'entrées, totalisant au final près de 3,8 millions pour le diptyque dans l'Hexagone. Dans un contexte où les productions françaises captent en 2008 près de 45% du marché, cela en fait un succès notable. Le succès public, doublé d'un succès critique, permet au diptyque d'être récompensé en 2009 par 3 Césars sur 10 nominations tout de même, dont celui du meilleur acteur pour Vincent Cassel. Ça fait plaisir quand même, hein. Assez incroyable. On va se reprendre, je suis mesquine quand même, merde. Bon, alors, à part ça, il y a Jean-François quand même. Jean-François, t'as été incroyable, t'as tenu le paquebot de A à Z. Tu m'as laissé m'amuser avec ce rôle. Vous avez écrit un beau rôle avec Abdel, que je remercie au passage aussi. Et puis, il y a eu des gens qui ont été très importants pour moi. Ce sont les enfants de Jacques, Mérine, excusez-moi. Oui. Qui m'ont regardé avec un œil qui m'a permis de croire à ce que je faisais, tout simplement. Il y a eu Charlie Boer aussi qui m'a trouvé sympathique à notre premier rendez-vous. Je peux vous dire que s'il m'avait regardé de travers, j'étais cuit. Charlie Boer étant un collègue de Jacques Mérine, un collègue de travail. Et puis je remercie ma famille. Pourquoi Jacques Mérine continue-t-il de fasciner, que ce soit en bien ou en mal ? La sortie des deux films, près de 30 ans après sa mort, n'a laissé personne indifférent, ni dans la presse, ni sur les plateaux de télévision. Entre polémiques, débats sur la représentation de la violence et fascination pour ce personnage hors norme, Mérine est devenu bien plus qu'un film de gangster. Une œuvre qui questionne notre rapport aux figures de l'anti-héros, à la mémoire collective et à une certaine idée de la France. Je pense en effet que c'est ni Robin des Bois, ni Cartouche, mais il y a quelque chose dans le phénomène Mesrine qui se perd, je trouve aujourd'hui, c'est que c'est quand même le symbole de la rébellion pure. Avec le talent de Richer et de Vincent, c'est ça. C'est ça quand même, je trouve qu'aujourd'hui, il nous manque. C'est quelque chose, qu'il soit criminel ou pas, il y a quand même un homme qui C'est pas la rébellion, c'est un assassin, arrêtez. Non. Richer revendique pourtant le fait de ne pas avoir fait un film politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit gars qui est né à Clichy et qui est mort à quelques kilomètres de lieu où il est né. Ça m'intéresse. C'est le gars qui s'engage sous le drapeau français pour la guerre d'Algérie, et à la fin, quand il a 20 ans, et à la fin de sa vie,
il se retrouve avec son meilleur ami qui est Charlie Bauer, un mec d'ultra-gauche. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour que sa mentalité change à ce point? Ça m'intéresse. Maintenant que Mérine soit une affaire d'État, c'est pas le sujet du film. C'est pas un film anti-État, c'est pas un film anti-flic, c'est pas un film pro-Mérine. On essaie juste de vous dire, voilà, tout le monde a une image du Mérine, globalement elle est fausse. On va essayer de vous montrer celui qui se rapproche de la réalité. C'est juste ça, moi, mon travail que j'ai voulu faire dessus. Bonjour, mon amour. Il est certain que si tu écoutes cette cassette, ma petite Sylvie d'amour, c'est que je ne suis plus. Simple souvenir de ma voix, simple souvenir de nous deux. Oui, ma puce. Ton mari est mort, tombé sous les balles policières. Tu sais, mon petit chat, quand un homme a décidé de vivre par les armes, par le vol, la violence, c'est bien rare quand il meurt au fond de son lit. Après tout, de savoir si la police m'a tiré dessus ou pas, là n'est pas la question. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule dont on ne s'évade pas. Voilà, c'était Max pour le diptyque réalisé par Jean-François Richer consacré à Jacques Mérine. On se retrouve très vite pour revenir sur les coulisses d'un autre film. En attendant, tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.